Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne panafricaine internationale. On se retrouve une fois de plus dans cette tribu des femmes pour débattre des sujets d'actualité. Et l'actualité reste focalisée sur la crise du coronavirus à travers le monde entier. Et l'Afrique n'est pas en reste dans cette grande crise sanitaire. Et pour en parler ce soir, le thème retenu, impact de la pandémie sur les femmes. 4 femmes pour en parler. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à nos invités. Bonsoir Muriel qui est avec nous sur le plateau. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme l'a dit Nathalie, aujourd'hui nous parlerons de l'impact de la crise de la Covid-19 sur les femmes africaines. Voilà, cette crise de coronavirus sur les femmes africaines, nous allons aborder plusieurs aspects, Mireille. Nous aborderons le secteur informel. Nous allons parler de la situation des femmes avec l'éducation des enfants. Lorsqu'on sait que cette crise du coronavirus touche beaucoup plus les femmes, parce que ce sont elles qui sont au foyer, ce sont elles qui gèrent au quotidien les foyers, les maris et tout ce que cela entoure. Alors pour nous en parler également, nous avons Madame Essa, nous avons Annie. Bonsoir Madame Essa. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie pour ce thème. Je l'attendais depuis longtemps. D'accord. Alors, Madame Essa, nous allons commencer tout de suite avec l'impact de la crise du coronavirus et le secteur éducation. Vous êtes dans ce secteur-là et aujourd'hui au Gabon et dans toute l'Afrique, on parle de la reprise des activités dans le secteur éducation. Vous avez été retenu pour l'organisation de l'examen du baccalauréat au Gabon. Madame Essa, déjà, dites-nous comment ça se passe. On sait que le bac au Gabon aura lieu aux alentours du mois d'août et aujourd'hui, qu'en est-il concrètement? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au moment où on vous appelle? Alors, nous sommes en train déjà de mettre en place pour accueillir les élèves dans les établissements pour qu'ils soient dans les règles et mesures de l'art en ce qui concerne les gestes et barrières. Donc, les établissements ont déjà été désinfectés. Nous mettons en place, dans le cas de mon service, nous sommes en train de mettre en place l'organisation sur les orientations parce qu'il n'y a pas que les élèves de classe de terminale. Et nous sommes quasiment prêts puisque nous avons déjà fait des trimestres. Voilà. Madame Essa, c'est une première au Gabon, organiser un examen tel que le baccalauréat, c'est une première, Mireille. Et lorsqu'on sait que on n'a jamais connu une crise pareille, et c'est quand même difficile, hein, Muriel? Effectivement, c'est difficile parce que, comme elle dit, des élèves, aujourd'hui on parle peut-être du corps enseignant, mais la réalité est les élèves parce que ils ont subi plusieurs années sans aller à l'école. Plusieurs mois. Ils ont instauré un système de cours en ligne. Ce système est-il effectif sur toute l'étendue du territoire? Est-ce que c'est tous les élèves qui bénéficient de ces avantages? Ça, c'est un gros point d'interrogation qui reste encore. Donc, moi, je me dis, si on prend l'initiative de mettre des examens en place, il faut qu'on s'arrange. Il faut qu'on soit sûr que tous les élèves aient le même niveau au niveau scolaire. Ouais. C'est un tout petit peu ça. Et je pense que c'est ça justement la grande préoccupation et des parents et puis aussi des autorités. Est-ce que effectivement tous les élèves de terminale ont le même niveau? Est-ce qu'ils sont prêts pour le bac, pour affronter cet examen? Et là, je pense beaucoup aux élèves qui sont dans les provinces, qui n'ont pas eu accès, dans les zones rurales, qui n'ont pas eu accès justement à l'outil informatique pour pouvoir suivre des cours en ligne, parce que lorsqu'on dit cours en ligne, il faut bien sûr le matériel adapté. Et même encore, Mireille, on peut avoir le matériel adapté. Vous savez, c'est une première pour nous au Gabon, que les élèves de terminale prennent des cours en ligne. C'est-à-dire qu'au niveau supérieur, encore ça passe, parce que nous sommes un peu plus outillés par rapport à cela. Mais au niveau scolaire, c'est compliqué, parce qu'on est habitué à avoir un cours direct avec l'enseignant. Mais là, on a un cours à travers l'écran. Est-ce qu'on acquiert réellement les connaissances que l'on devrait acquérir lorsque nous sommes en classe? Est-ce qu'on peut poser des questions? Effectivement, ça c'est une grande préoccupation. Sans oublier que tous les enfants n'ont pas forcément les parents instruits qui pourront revenir sur les cours faits en
en ligne. Ça, c'est vraiment une grande préoccupation pour la jeunesse gabonaise aujourd'hui. Mais justement, à ce sujet, Muriel et puis Mireille, à ce sujet, il est prévu un mois de cours accéléré à partir du 13 août. Un mois de cours accéléré, ça permettra une remise à niveau de ces candidats au baccalauréat. Oui, mais ils n'ont pas tous le même niveau. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de remise à niveau, même lorsqu'on a une classe de remise à niveau, il faut que tous les élèves aient un certain niveau pour qu'ils puissent être, on va dire, remis à niveau. Mais si on est dans une classe de 30 apprenants qui ont, il y en a qui n'auront même pas suivi la formation en ligne. Donc, quel est leur niveau par rapport à ceux qui ont peut-être eu la possibilité d'avoir cette formation? Est-ce que c'est ces cours accélérés qui vont pouvoir préparer les élèves à cet examen? Et lorsqu'on sait que ces cours à distance, ces cours en ligne qui ont été mis en place au niveau du Gabon, n'ont pas inclus toutes les matières de la classe de terminale. Seules quelques 4 matières ont été retenues pour les cours à distance, les cours en ligne. Et des gens l'évoquaient, c'est là les limites de ce projet de cours en ligne au niveau du Gabon. Il n'y a pas que le Gabon, il y a eu d'autres pays comme ça. En Afrique, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Maroc, il y a eu toute l'Afrique de l'Ouest. Tous les pays ont opté pour des cours à distance pour permettre aux enfants de se préparer en vue de cette reprise de cours. Une reprise de cours qui est effective au Bénin, au Sénégal, et bientôt ça va être le cas au Gabon, au Cameroun également. Déjà, on le disait, l'impact aujourd'hui de cette pandémie, c'est surtout chez les femmes, Muriel. Effectivement, chez les femmes, parce que ça touche tous les secteurs d'activité, pas seulement sur le plan économique, mais aussi social. La femme, elle est beaucoup vulnérable en cette période de Covid-19 parce que le confinement a entraîné beaucoup de désagréments chez la femme. C'est-à-dire que celles qui travaillent dans les conditions informelles, aujourd'hui, elles ont perdu leur emploi. Sans compter qu'elles n'ont pas d'assurance, parce que dans ce domaine, il n'y a pas d'assurance qu'à risque qui pourrait prendre effectivement ces femmes en charge. Donc aujourd'hui, la femme, elle se retrouve dans des conditions assez vulnérabilité, vulnérabilité totale. Et puis sans oublier qu'elle a une place centrale quand même. La femme a une place centrale dans le foyer, dans la société africaine de manière générale. Et il faut aussi noter que les secteurs d'activité dans lesquels les femmes sont susceptibles de travailler, comme la restauration, comme être employée de maison, comme commerçante, sont des secteurs qui ont beaucoup été touchés par les protocoles de distanciation sociale. Et donc, beaucoup de femmes se sont retrouvées comme ça, sans emploi. Et il faut dire que le premier mois, justement, qui a suivi l'arrivée de la Covid-19 sur le continent africain, beaucoup de femmes, énormément de femmes se sont retrouvées vulnérables, marginalisées, c'est-à-dire sans rien, parce que elles exercent justement dans ces activités où il y a eu beaucoup le protocole de la distanciation sociale. Oui, effectivement, parce qu'il y a eu des mesures drastiques qui ont été prises par les différentes autorités, et parmi ces mesures, on avait le confinement total, et aujourd'hui, dans cette émission, on parle du déconfinement progressif. Alors, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de revenir sur l'impact ou encore ce déconfinement, comment il se passe, est-ce que c'est un atout, est-ce qu'il faut que les femmes s'adaptent à cette nouvelle forme de vie? Comment la femme aujourd'hui doit vivre avec cette pandémie? Parce qu'il faut faire avec. Il n'est plus question de vivre aujourd'hui sans le respect de ces mesures barrières. Il faut qu'on essaye de s'adapter et de vivre en fonction de cette crise du corona, Mireille. Oui, bien sûr, il faut. C'est vrai qu'on dit qu'après le corona, il y aura une autre vie, une autre manière de faire, une autre manière de voir les choses. Et on connaît la capacité de la femme africaine à se mouvoir dans différents moules, c'est-à-dire à s'adapter, à entreprendre pour sa famille. Et je crois justement en ces femmes africaines qui vont pouvoir s'adapter. Je dirais, c'est vrai qu'on parle de déconfinement, pour elles, c'est un ouf. Pour beaucoup de femmes, c'est vraiment un ouf de soulagement, parce que certaines vont pouvoir recommencer à gagner un peu d'argent pour pouvoir nourrir leur famille au jour le jour, parce qu'il faut dire, Muriel a souligné, Nathalie aussi, que dans le secteur informel, on retrouve énormément de femmes. Oui, et puis la plupart des marchés en Afrique, la plupart des marchés, ils sont inondés aux 3/4 par la jeune féminine. Alors, ces femmes-là, ces femmes-là n'avaient
plus accès à leurs activités. Les activités étaient en berne. Et aujourd'hui, les marchés ont réouvert. Oui. Les marchés ont réouvert. La difficulté aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on vit la pandémie en plein milieu, en plein marché, dans ces espaces où il y a trop de monde, la promiscuité, la cohabitation. Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Parce que nous sommes toujours en pleine crise du corona et on sait qu'il y a certains États, certaines capitales africaines où on va reconfiner même des villes parce que le virus continue de se propager. C'est l'occasion pour nous de demander à ces femmes qui sont dans les marchés de continuer à respecter les mesures barrières. Effectivement, en termes de déconfinement, on va dire oui, les femmes ont essayé de se réadapter parce qu'on a vu certaines qui se sont lancées dans la fabrication des gels, qui se sont lancées dans la couture, elles fabriquent des masques. Voilà, donc il y a quand même une forme de réadaptation, mais c'est pas pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas outillé pour ça. Ça, il faut le souligner. Tout le monde n'est pas outillé pour ça. Tout le monde n'a pas la connaissance. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Parce qu'on a des femmes, oui, il y avait des fonds de commerce, elles ont dû fermer. Oui. Aujourd'hui, on parle peut-être de la commerçante qui a pu retourner au marché, mais on a des femmes qui ont fermé leurs activités, elles ont perdu des fonds. Et là encore, le gouvernement n'a pas forcément mis les mesures d'accompagnement concernant les femmes. Ils se sont focalisés sur la population en général, en distribuant des kits alimentaires, des vivres. Mais est-ce suffisant? Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne les ont pas reçus. Voilà, donc est-ce suffisant? Moi, je me dirais qu'il faudrait que le gouvernement essaye de mettre en place une organisation qui visera à protéger ce genre de femmes qui vivent, effectivement, qui vivent dans la précarité. Et surtout il faut aussi souligner, Nathalie Muriel, qu'en Afrique, il y a beaucoup de familles monoparentales dirigées par des femmes. C'est-à-dire les femmes sont des chefs de famille en Afrique dans plusieurs pays. Et ces femmes-là, justement, je pense qu'avec la crise sanitaire due au coronavirus, ont quand même passé des moments assez difficiles. Elles continuent de passer des moments difficiles parce qu'on ne cesse de le dire, nous sommes toujours en pleine crise du corona. Il y a toujours des cas dans toutes les capitales africaines. On enregistre toujours des cas de contamination à la COVID-19, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans les autres capitales. Il y a toujours des cas de contamination. Mais aujourd'hui, le véritable challenge des autorités et les différentes cellules d'éveil, c'est comment éviter cette propagation. Que doivent faire les femmes? Parce qu'on sait que ce dernier rapport de certains spécialistes et certains scientifiques a montré que les femmes n'étaient pas très touchées par la maladie. Ce sont les hommes qui sont les plus touchés par le coronavirus. Et mesdames, nous allons repartir vers Madame Issa. Alors Madame Issa, vous avez parlé des préparatifs de cet examen officiel. Vous avez parlé des mesures barrières, des gestes barrières dans les salles de classe. Est-ce que c'est suffisant? Lorsqu'on sait que la capitale gabonaise enregistre encore des cas, est-ce que ces gestes barrières-là et les gels hydroalcooliques, c'est suffisant pour pouvoir protéger et le personnel administratif que vous êtes et les enfants pendant cette période de reprise des cours au Gabon? Je ne dirais pas que c'est suffisant, mais vous savez comme moi que le débat sur la reprise des cours a fait pratiquement 4 mois de temps de confinement. Et est-ce qu'il fallait reprendre? Est-ce qu'il ne fallait pas reprendre? Mais ce qui est sûr, c'est que le Gabon n'étant pas isolé d'autres nations, il fallait trouver des moyens de reprendre des activités tout en gardant les gestes et mesures, sinon en renforçant les mesures de sécurité. Donc la certitude qu'il n'y aurait pas de contamination, c'est la meilleure chose à faire, je ne saurais la donner, mais l'urgence étant là, l'année court à sa fin. Il faut bien qu'il y ait un examen. Vous avez remarqué que le ministère a dû mettre de côté l'examen du brevet et du CEP pour privilégier, ou du moins pour aller dans le sens du baccalauréat, parce qu'on sait que le baccalauréat sort l'enfant du système secondaire, donc il en va des places. Parce que ce sont des places qui sont libérées. Et pour le moment, ce qui est fait, les établissements ont été désinfectés. Pour le cas du pôle Ntendeng Bonjou, les établissements sont désinfectés, pour le moment barricadés, avec les consignes de sécurité. Donc, il n'y a plus d'accès
Donc, les portes sont barricadées pour accueillir rien que les élèves à partir du 20. Pour ce qui est de l'administration, nos bureaux, effectivement, ont été désinfectés. Oui. Nous garderons les masques, nous garderons les... Il y a tellement de questions également que les élèves eux-mêmes se posent. Mais moi, je me dis que nous devons nous arrimer, nous devons nous adapter. L'intelligence humaine, c'est aussi la capacité à s'adapter. Il y a eu une crise mondiale, il y a eu une pandémie. Qu'est-ce que les nations font pour que la vie continue, Nathalie? Et surtout la vie qui doit continuer au-delà de cet ennemi invisible avec lequel nous devons désormais vivre, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que ça fait à un jeune, un futur bachelier, d'être dans cette situation où le monde traverse une crise sanitaire et il doit aller composer avec tout ce qu'il faut. Il a peut-être pas suivi les cours en ligne. Il aura peut-être suivi un mois de cours accélérés. Alors, quelle peut être la psychologie de cet apprenant? Je vous assure que c'est alarmant. Oui. Déjà hier, je postais sur mon statut WhatsApp pour un peu m'amuser que mes vrais élèves sont stables comme l'angle d'un bateau et le reste panique même au bruit d'un bandeur. C'était pour montrer en fait que les enfants sont embêtés, ils sont alarmés, ils se posent de nombreuses questions. Mais je vous rassure que nous n'aurons pas forcément tous les élèves en classe de terminale dans les salles de classe. Parce que même quand l'année scolaire est normale, nous avons des absents, mais je suis presque sûre qu'avec la reprise des cours, beaucoup resteront chez eux et continueront de travailler rien que pour passer à l'examen et n'affronteront pas les 1 mois dans les salles de classe. Il y a la psychose, elle est là, il y a de nombreuses questions, il y a de l'angoisse également, mais du mieux que nous pouvons, nous essayons de rassurer les élèves. Voilà. La COVID-19 nous a imposé des barrières. Ces barrières, nous encourageons, comme vous l'avez fait, aux populations, aux élèves de les respecter. Mais la panique reste là parce qu'il y a les moyens de transport, il y a l'accès à l'établissement, il y a les salles de classe. Et même pendant les compositions de l'examen, et hier encore, les élèves me demandaient s'ils seront sur le tab-banc. Il y a tellement de questions. Mais l'angoisse est là, la psychose, elle est là. Ok. Alors, Madame Issa, au-delà de l'organisation du baccalauréat au Gabon, il y a autre aspect qu'on va aborder, c'est également le regard des femmes par rapport à cette pandémie du coronavirus. Il y a la perte d'activité pour plusieurs femmes. On pensait à celles qui sont dans les marchés, on pensait à celles qui sont au quotidien dans les foyers avec les enfants. Ça devient difficile. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que psychologue? En tant que psychologue, je salue la Covid. Vous allez m'excuser. La Covid-19, il ne pouvait pas y avoir mieux que de rapprocher les familles. C'est vraiment une conséquence positive que d'avoir une pandémie qui nous amène déjà dans le confinement. Parce que c'est pendant ces moments, pour ma part, que les familles réellement se sont connues. C'est pendant ces moments que les parents ont connu leurs enfants et que les enfants ont connu leurs parents. En dehors des conséquences économiques que nous déplorons toutes, mais il y a une meilleure conséquence qui est celle de l'unité dans la famille. C'est le moment justement de communiquer avec les enfants. Vous avez parlé d'occupation, je le disais déjà sur d'autres sujets dans une émission, il y a divers moyens d'occuper les enfants. Et il y a l'apprentissage de tout ce qui est des travaux. Parce qu'au village, tous ceux qui ont grandi au village, on avait ce cadre-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'école, il n'y avait pas forcément l'extérieur. Nous étions en famille et c'est dans cette famille que les enfants étaient éduqués. Ne voyons pas seulement l'aspect négatif des mesures prises à la suite de la pandémie, mais il y a un aspect positif dans le sens où les enfants désormais peuvent jouir de l'attention de la mère. De la mère, puisque nous parlons de femmes. Il y a des mères qui, à cause de nombreuses occupations, qui ne s'en sortaient pas et accordaient moins de temps aux enfants.
Donc ça, c'est déjà un aspect positif. Pour ce qui est des occupations, nous avons la cuisine, nous avons le ménage, nous avons même des petites bricoles aux alentours de nos foyers où on peut occuper les enfants moyennant quelque chose. Ouais. Je suis tout à fait d'accord que quand on voit le plan économique, c'est là-bas où on va aller prendre la plus grosse conséquence négative. Voilà. Mais dans un premier temps, pour ce qui est de l'éducation au sein de la famille, je pense que c'est l'occasion pour les parents d'être unis et d'être avec la famille. Justement, la femme africaine, qu'elle soit au foyer, qu'elle ait repris le travail, comment aborde-t-elle cette période, d'après vous, sur le plan psychologique? Si on peut par exemple parler, les femmes par exemple qui sont dans le milieu rural, peut-être que leur vie n'aura pas beaucoup changé, elles peuvent peut-être aller au champ, mais qu'en est-il de celles qui sont dans en milieu urbain? Parce que je pense que... Surtout celles qui ont perdu leur emploi. Parce que beaucoup ont perdu des emplois. Il y a des entreprises qui ont fermé aujourd'hui pour cause économique. Il y a des entreprises qui ont dû licencier, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, même au Maroc. On a des statistiques que tous les jours, des entreprises qui ferment. Et lorsque ces entreprises ferment, Madame Issa, on ne paye pas toujours les droits. La femme également se retrouve au chômage. Comment vivre cette période de transition? Il faut louer à Libreville, vous êtes expulsé par votre bailleur. Voilà autant de conséquences de cette crise. Qui pèse sur la femme. C'est une fragilité psychologique pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle va se retrouver dans une vulnérabilité qui va l'entraîner à beaucoup de déviances, telles que la prostitution. Parce qu'elle sera obligée de se prostituer parce qu'il n'y a plus d'autres ouvertures. Mais est-ce que non, Mugé, moi je t'arrête tout de suite. Est-ce qu'on est obligé de se prostituer parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on n'a pas de soutien financier? Nathalie, tout ça c'est dans le... Est-ce que c'est pas la voie facile? Le corona ne va pas... Si une femme se prostitue parce que bon, elle a perdu l'emploi et tout le reste, ça veut dire qu'elle était déjà comme ça au départ. Non, pas du tout. Je disais que ça atteint le psycho. Tout ça c'est psychologique parce que tu peux pas vivre avec un mari qui a perdu son emploi. Donc, si lui perd son emploi, ça va développer en lui certaines attitudes. C'est-à-dire que sur son plan psychologique également, il y aura un impact. Donc, ça deviendra... Effectivement, il pourra changer, il pourra même devenir violent. Sur la famille. Il pourra même devenir violent parce que ça va devenir assez frustrant pour lui de ne pas pouvoir nourrir sa famille, de ne pas pouvoir répondre aux besoins. Enfin, oui, mais ça la femme maintenant elle peut prendre le relais par un petit commerce. Pour avoir le petit commerce, il y a beaucoup de femmes qui se débrouillent. Je suis d'accord. Sans pour autant se prostituer. On est d'accord. Il n'y a pas de souci, je vous suis. Mais pour avoir le petit commerce, il faut avoir le financement. D'où je parlais du gouvernement. Le gouvernement aurait dû, pour moi, ça c'est selon moi, le gouvernement aurait dû mettre une stratégie en place femme Covid. C'est-à-dire qu'avec cette stratégie, au moins, les femmes devaient se retrouver. Mais justement, il y a une stratégie, par exemple, qui a été mise en place, le système de famille verte, c'est-à-dire pour apprendre à planter, apprendre l'agriculture, même si vous êtes en appartement. Ça a été mis en place. C'est vrai qu'il y a plusieurs familles qui ont répondu, qui ont adhéré à cette stratégie. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup, mais comme dit Nathalie, c'est-à-dire au départ, une femme, c'est vrai, elle se débrouille. Mais moi je suis pas d'accord qu'on assimile toujours la femme africaine, qu'on dise toujours, bon, si elle ne travaille pas, si elle ne peut plus rien faire, elle va se prostituer. Et on ne dit jamais ça des autres, on ne dit jamais ça des femmes européennes ou des femmes américaines. Bon, la femme africaine, elle se débrouille. Effectivement, comme Mireille le dit, la pandémie ne devrait pas être un prétexte pour, je sais pas moi, pour croiser les bras. La femme africaine, il faut qu'il y ait des mesures. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour ça. Des mesures d'accompagnement dont tu fais état, effectivement, chaque État au niveau du continent africain devrait réfléchir comment soutenir. Voilà. Déjà, ça a été loué, l'initiative d'apporter des kits alimentaires pendant le confinement total. Et des kits alimentaires ont été donnés à des familles dans toutes les capitales africaines. Et aujourd'hui, encore avec ces cas et avec les confinements partiels que l'on connaît, les gouvernements africains se débrouillent. Oui. Se débrouillent parce que avec cette situation, il y en a qui ont bénéficié de l'allègement de la dette.
Alors, si un gouvernement bénéficie de l'allègement de la dette, ça veut dire que ce gouvernement peut maintenant se débrouiller pour pouvoir appuyer les familles. D'où l'urgence et la nécessité. C'est pour ça qu'on parle des ministères des Affaires sociales. Ces ministères-là ont donc ce rôle-là de pouvoir soutenir, accompagner les familles économiquement faibles. Ça, c'est le terme du Gabon. Les familles économiquement faibles. Sous d'autres cieux, on parle des familles démunies, des familles défavorisées, des familles vulnérables. Et ces catégories, ces familles-là sont enregistrées par les différents États. Et lorsqu'il y a une situation comme c'est le cas aujourd'hui, on voit dans quelle mesure les soutenir. Parce qu'en fait, il faut développer aussi ce côté social. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du côté sanitaire, mais pas assez du côté social. La plupart des pays se sont limités à la banque alimentaire, donner des kits alimentaires, mais il faut aller au-delà. Parce que lorsque la pandémie va perdurer, si elle perdure, il faudra trouver des mécanismes justement pour soulager, pour venir en aide, pour accompagner ces familles économiquement faibles qui, pour la plupart, ont à leur tête des femmes. Bien sûr. Des femmes chefs de famille, même quelquefois lorsqu'il y a un époux, la femme est quand même là, elle se lève, et ces femmes africaines ont besoin d'être accompagnées. Messa, elle est en ligne, Madame Messa. Alors, on va revenir un peu sur le phénomène de violence en cette période de crise de la Covid-19. On parle de violence beaucoup plus dans les foyers parce que, bon, les gens ont perdu l'emploi, les femmes sont au chômage, les hommes ont perdu l'emploi et il se développe aujourd'hui un taux de violence décrié même par les organisations internationales telles que les ONG et même l'ONU en a parlé. Alors, Madame Messa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en cette période? Qu'est-ce qui explique? C'est vrai, on a parlé de la perte d'emploi, mais est-ce que ça justifie les violences qu'on enregistre aujourd'hui dans les foyers? Je pense que la Covid est venue justement révéler le comportement des uns et des autres. Les uns et les autres, le père de famille à être à l'extérieur, il ne connaît pas les réalités, il ne connaît pas ce qui se passe chez lui. Et aujourd'hui, face à cette vérité, à cette réalité des choses, et alors les violences, la dépression et l'angoisse révèlent ce qui sommeille en fait, ce qui a été voilé par le fait d'aller à l'extérieur, notamment au travail. Donc, ce sont, si vous voulez, nous sommes dans un contexte où les maisons étaient comme si c'était une pression. Oui. Comme des prisons, quoi. Comme des prisons. Voilà. Comme des prisons. Et cette prison ont créé ce qu'on appelle des pressions. Et à force de presser, ça explose. Oui. Donc, les violences ne sont pas, c'est étonnant. C'est que le père, en fait, c'est qu'il a l'habitude, père de famille, il a l'habitude d'aller à l'extérieur après le boulot, c'est prendre un verre avec des amis, la détente et tout, mais il n'y a plus cette détente. Donc, il est obligé de vivre les réalités de sa maison. Il est obligé d'assumer les bêtises des enfants. Il est obligé de connecter son épouse et vice-versa, même également la femme. Parce que la violence, c'est pas seulement l'homme. La violence, c'est également la femme. La violence, c'est également les parents vis-à-vis de leurs enfants. Et même des enfants vis-à-vis des pères. Donc, c'est tout un fou. Vraiment à 90 degrés de chaleur qui est là. Mais Madame Messa, les véritables victimes de cette violence-là, pendant cette crise du corona, ce sont les enfants. Parce que les femmes et les enfants. Parce que si un couple se déchire parce que le mari a perdu l'emploi, les véritables victimes, ce sont les enfants. Qu'est-ce qu'on fait de cette progéniture? Effectivement, ce sont des enfants, malheureusement, parce que nous, les adultes, nous n'avons pas la maîtrise de soi. Nous perdons le sens par les habitudes. Vous savez, pour des personnes où l'argent a toujours été le maître, non le serviteur, il est clair comment manquer d'argent met les individus, met les adultes dans un tel état où l'enfant parfois ne comprend pas ce qui se passe. Vous imaginez des enfants qui ne sont pas adolescents, ils savent qu'ils doivent manger juste leur faim parce que la violence ne sera pas que physique.
l'enfant peut vivre la violence dans le sens de n'avoir plus rien à manger, sans pourtant comprendre ce qui se passe. Voilà. Parfois, on n'explique pas à nos enfants que nous sommes en crise, voilà pourquoi il y a plus de pain le matin, mais ce sont des cris, des gifles, etc. Donc, les enfants sont doublement violentés en termes de violence physique et psychologique. Ce sont des enfants, effectivement, et je confirme qu'ils sont victimes. Parce que même quand il y a la violence entre le père et la mère, c'est l'enfant qui subit. C'est l'enfant qui subit. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord. Et les chiffres, d'ailleurs, le montrent que les violences ont augmenté pendant ces temps de confinement dans les pays. Et on a vu justement dans ça part du fait que l'individu est mis face non seulement à ce qu'il est en réalité, mais également la réalité sociale et économique qui tourne autour de ça. Voilà, tout à fait. C'est le cas justement en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, où il faut dire que le taux de féminicide a augmenté, surtout pendant le confinement. Voilà. Et il faut dire que c'est, comme elle le dit, cette période, cette crise a mis en lumière vraiment la fragilité du tissu familial, a mis en lumière beaucoup de travers en fait. Et je pense que les États, les gouvernants peuvent justement être saisis de tout cela en fait. Toutes ces fragilités qui ont été mises en lumière par le confinement, par le déconfinement, en gros par cette crise sanitaire. Effectivement, Mireille, comme tu le dis, l'Afrique du Sud fait partie des pays où le taux de criminalité, le taux de violence reste l'un des plus élevés au monde. Et sur le continent, c'est le premier pays qui enregistre ce taux de violence en Afrique. Et c'est bien dommage parce que c'est l'Afrique subsaharienne et ça devrait interpeller. Alors, il y a d'autres pays, il y a d'autres partie de l'Afrique où la famille a encore ce côté sacré, la famille est sacrée et certaines choses ne devraient pas se faire. La crise du coronavirus ne devrait pas enlever qui nous sommes. Nous sommes des Africains dotés de valeurs, des Africains qui ont des choses à défendre. Alors nous devons être ce que nous sommes pour que les autres ne se moquent pas de nous. Parce qu'on a toujours dit, l'Africain, bon ben voilà, c'est le villageois, c'est quelqu'un qui est dans sa campagne, mais c'est pas ça l'Africain. L'Africain, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui sait vivre, qui se bat au quotidien, avec le peu qui veut faire de l'Afrique autre chose que ce que les autres veulent nous coller. Alors, la crise du corona, elle n'est pas née en Afrique. Cette pandémie n'est jamais née sur les côtes africaines. C'est une maladie qui est venue d'ailleurs. Et aujourd'hui, il faut louer les tradithérapeutes du continent africain. Il faut louer Madagascar avec le Covid organique. Ce médicament miracle, n'est-ce pas? En termes de solutions, on peut dire que Madagascar aujourd'hui fait la fierté du continent africain. Oui, bien sûr, on a longuement souvent parlé du Covid organique à Madagascar et d'autres médicaments, je dirais ça comme ça, d'autres médicaments un peu partout sur le continent. Il faut dire que pratiquement chaque pays comme ça a eu sa référence, à présenter sa référence en matière de Covid-19, en matière de pathologie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup à l'Afrique, de toujours chercher, même dans la nature, ce qui se passe. Et puis, il faut pas qu'on se leurre aussi. Il y a beaucoup de médicaments, je vais dire chimiques, qui sont faits à partir des plantes de la forêt africaine, à partir des plantes qui poussent ici sous les tropiques. Et puis il faut le dire, nos chercheurs le disent, nos scientifiques du continent africain le disent, c'est l'année de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui fait face à cette pandémie du corona. On voit les catombes qui se passent sous d'autres cieux, dans d'autres pays, en Occident, en Amérique latine et partout. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'a pas enregistré ce taux élevé. Il n'a pas enregistré tout ce que les gens prédisaient. Le scénario de catastrophe n'a pas eu lieu en Afrique parce que c'est vrai que tout le monde se disait lorsque jamais de ça va le dire en Afrique, ce sera la catastrophe. Bravo. Avec nos moyens, avec nos scientifiques, avec nos médecins, il faut dire bravo à l'Afrique parce que grâce à ces thérapeutes, grâce à ces praticiens, aujourd'hui,
aujourd'hui, on arrive à circonscrire, on va le dire comme ça, cette épidémie. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de sensibilisation à faire, beaucoup d'informations pour éviter la propagation du virus. On demande encore aux gens de respecter les mesures barrières, de faire un effort pour suivre les recommandations des cellules d'éveil du Covid-19 pour pouvoir éviter cette maladie. Effectivement. Et puis il faut dire aussi que bien avant que les cas n'explosent sur le continent, les États, les gouvernements africains ont vraiment pris des mesures fortes, des mesures fortes, louables pour la distanciation sociale, pour tout ce qui est confinement. Ils ont vraiment pris des mesures. Je pense que ces mesures-là aussi quand même ont joué voilà, dans la pandémie, elle est très bien suivie en Afrique parce que il y avait beaucoup de stigmatisation. On se disait quand ça va arriver chez nous, ce sera compliqué, ce sera dramatique. Mais aujourd'hui, l'Afrique, elle relève le défi la tête haute. Ça, il faut la preuve, c'est que nous sommes dans cette émission-là. Il y a la distanciation sociale qui est là. Bien sûr. Et même dans les transports, au niveau de Libreville aujourd'hui, c'est respecté. On a le port du masque obligatoire. Le port du masque est obligatoire dans tous les milieux. Et vous pouvez pas accéder même dans un magasin aujourd'hui si vous n'avez pas votre masque. Oui, si vous n'avez pas le masque, si vous ne vous désinfectez pas les mains, vous n'avez pas accès à beaucoup de commerces et même à des entreprises, beaucoup de commerces, des entreprises. Et c'est pratiquement la même chose dans la majorité des pays africains, ça il faut le dire. Et que dire aussi de toutes ces sensibilisations en langue vernaculaire, Nathalie, qui sont faites. Effectivement, moi j'ai été touchée récemment, j'ai regardé une sensibilisation faite par une petite fille de 7 ans. Oui. J'étais vraiment touchée parce que c'est formidable. Voilà, on essaie de sensibiliser les enfants, on essaie de sensibiliser tout l'étendue du territoire national, voire l'international. On le fait dans nos langues vernaculaires pour nos mamans qui ne comprennent pas. Donc là, franchement, il faut dire un grand chapeau parce que là, franchement, c'est super. Et justement, pour la sensibilisation, les femmes ont été mises en contribution, justement, parce que les femmes se déplacent beaucoup, hein. Effectivement. Les femmes se déplacent beaucoup. Donc, déjà, au niveau des associations, parce que les associations féminines, il y en a tellement en Afrique, au niveau des associations féminines, le relais a été respecté. Au niveau on va dire, de la petite enfance, c'est-à-dire dans les maisons, les femmes sont là vraiment pour veiller au respect des mesures barrières, pour dire bon, la famille ne doit pas se rassembler, et ça parce que les femmes africaines, il faut dire, lorsqu'on parle de femmes africaines, on voit de suite la jeunesse africaine, on voit de suite ses enfants, et la femme africaine, lorsqu'on parle de famille, elle voit ses enfants. Effectivement. Alors elle se met en arrière. Mireille, on va repartir chez Madame Essa. Madame Essa, avant de nous séparer, peut-être un petit mot à l'endroit de toutes ces femmes du continent africain face à cette pandémie. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire pour éviter la propagation et pour circonscrire l'épidémie dans toute l'Afrique? Alors, dire aux femmes de suivre les gestes de mesures et de barrières, respecter tout ce qui est donné comme consigne par les autorités sanitaires en termes de masques, pour celles qui sont vendues, comme vous l'avez signé, pourquoi pas porter des dents, parce qu'à la maison, ils ont des enfants, pour ne pas exposer, pensons à la santé de nos enfants à chaque fois que nous allons dehors, même si nous... Alors, Madame Essa le disait déjà, elle a mis un accent particulier sur le respect des gestes barrières et puis bon, la sensibilisation. Nous devons continuer de sensibiliser parce que c'est chaque jour qu'on enregistre de nouveaux cas de contamination à la COVID-19. C'est chaque jour dans toutes les capitales africaines. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que la phase de complication de la maladie ne concerne que des personnes qui avaient déjà des maladies au départ, des antécédents, l'hypertension, le diabète, des maladies cardiovasculaires, l'asthme et tout le reste. Ce sont des potentielles cibles de cette maladie-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes
Sensibilisation. En termes de sensibilisation, on ne le dira jamais assez. On va continuer à le dire, on va continuer à le chanter. Il faut respecter les mesures barrières. Pour le moment, c'est le seul outil que nous avons face à cette pandémie. Et étant donné que... tout de suite, Muriel, avec Mireille, je vous coupe tout de suite, parce que il y a la peur de l'hôpital. On a connu ça ici à Libreville. Les gens ne vont plus dans les hôpitaux. On va pas à l'hôpital, pourquoi? Parce que bon, dès qu'on arrive là-bas, tu as mal à la dent. Corona. Non, tu as mal à la tête, Corona. Non, tu as mal aux cheveux, Corona. Oui. Donc, vraiment, quand on dit aux gens d'aller à l'hôpital, on va aller à l'hôpital, on va vous envoyer au SAMU social parce que vous avez le Corona, alors que vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, on vous dit c'est le Corona. Nathalie, donc c'est comme ça dans toutes les capitales africaines aujourd'hui. C'est une psychose qui s'est créée sur l'étendue du territoire national. Et même hors de nos frontières, c'est vrai. C'est une psychose qu'a la population aujourd'hui. Voilà pourquoi on a du mal. Lorsqu'on a un petit mal, on a mal quelque part, on a du mal aujourd'hui de se rendre dans une structure hospitalière. Donc, l'idéal, ce serait de faire son test de Covid-19 régulièrement. Au moins, on n'aura plus de crainte. Mais Mireille, par rapport à ces tests-là, on nous a dit également, c'est toujours sur la toile, hein, et tous les tests sont venus, ils étaient infectés, c'était pas des tests fiables. Et puis, il y a eu toute cette peur-là, et du coup, effectivement, c'est au niveau de la capacité, les gens ont peur d'aller se faire dépister. Voilà, parce que psychose. vous allez vous faire dépister. Vous savez, lorsqu'on nous faisait des tests sur le sida, on vous fait un prélèvement, et puis vous avez vos résultats au bout d'une heure, parfois au bout de 3 jours. Mais le dépistage du corona, vous n'avez pas des symptômes, rien, vous êtes parti de chez vous, et puis on va vous dire, bon, ben... Mais il y a des personnes asymptomatiques. C'est pas facile. Voilà, il y a des personnes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on peut être malade sans pourtant présenter des symptômes. Pourtant, on peut avoir la maladie en soi. Voilà. Puis, mais est-ce que c'est si facile aujourd'hui? C'est possible, mais est-ce que c'est si facile aujourd'hui de se faire dépister, quel que soit le pays? Parce que il y a aussi il y a beaucoup de difficultés parce qu'on regarde dans nos médias, on voit des personnes qui ont la volonté d'aller faire leur test de dépistage, mais lorsqu'on arrive sur place, on ne vous dira qu'on ne reçoit qu'une trentaine de personnes. Entre-temps, il y a 100 personnes, donc c'est quand même assez compliqué. Et je pense qu'à ce niveau également, il y a un effort à faire, un effort supplémentaire. Mireille, par rapport à cette préoccupation-là, on va également parler de la non-préparation un peu de nos personnels soignants, le personnel soignant qui n'a pas été suffisamment préparé en amont pour affronter cette masse de population, pour pouvoir dépister. Il faut être outillé. Oui, bien sûr. Comment on dépiste? Est-ce que ces tests-là, comme on fait, est-ce que ces personnes maîtrisent vraiment le dépistage de la Covid-19? Oui, ce sont autant. Est-ce qu'on les a formés? Oui, moi, j'ai vu, on met des bâtonnets qui vont jusqu'au fin fond de la gorge. Mais c'est pas facile. Mais comment on fait face à ça? C'est pas facile d'accepter ça. C'est vrai. Dans le nez et tout. C'est vrai qu'il y a autant... Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on parle du coronavirus, c'est vrai, on parle des gestes barrières, on dit protégez-vous. Mais je pense, à mon sens, on ne parle pas assez de la maladie elle-même, en fait. Ouais. Comment se passe, par exemple, le test, comment se passe le test. Même dans les médias, sur le continent, il faudrait qu'on puisse voir tout cela. Comment c'est vrai, il y a tous ces sports de sensibilisation pour les gestes barrières, mais il faut aussi comment se passe le test, où aller se faire et moi je pense que avant de se faire dépister du coronavirus, on devrait avoir un entretien d'abord avec un psychologue. Ce psychologue vous permettra d'appréhender déjà le résultat. Un peu comme ça peut se faire avec le VIH, oui. Il faut déjà qu'on vous prépare au résultat. Il ne faut pas se lever un matin, aller faire un test comme ça, et puis après on réalise que c'est positif. Il y a des possibilités de suicide parce que ça sort de l'ordinaire. Et c'est encore vu comme une maladie honteuse en fait. Effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Covid, c'est-à-dire que c'est tellement irréel parce que tu prends l'initiative de toi-même, tu vas te faire dépister tout en ayant l'assurance d'être négative, et puis on t'informe que tu es positive. Et là, il n'y a pas d'accompagnement psychologique, donc ça devient grave.
Entre-temps, il devrait avoir un mécanisme en place qui accompagne cette population-là qui vont faire des tests de dépistage. Tout à fait. Surtout lorsqu'on est asymptomatique, qu'on arrive, c'est vrai que ça peut compliqué. On peut quand même être choqué et puis réagir de façon négative en fait. Voilà. Les tests du Covid-19 dans les capitales africaines, on l'a dit sur ce plateau, est-ce que le personnel a été suffisamment formé? Mais qu'à cela ne tienne, on continue d'aller se faire dépister et c'est ce qui permet au personnel soignant, à toutes les cellules d'éveil, de pouvoir dépister et de pouvoir lutter efficacement contre cette maladie. On va faire donc un dernier tour pour nous dire au revoir par rapport à cette émission. D'abord, Muriel. Oui. Déjà vous remercier pour l'invitation. Merci une fois de plus. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. L'ambiance est super, le personnel est agréable. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et comme nous avons parlé de femmes et de Covid-19, je vais demander à tous nos mamans, de continuer à se battre au quotidien, de pas baisser les bras, quelle que soit la situation qui se présentera à nous, parce que le monde est fait d'étapes. Le monde n'est pas blanc, le monde n'est pas noir. Il y a des jours où c'est blanc, il y a des jours où c'est noir. Donc, il faut qu'on garde la tête haute malgré cela. Également, lancer un cri d'alerte envers les élèves qui passent les examens cette année. C'est vrai, généralement, on subit des injustices du gouvernement, mais ça ne changera pas maintenant. Donc, si vous me regardez, commencez à regarder vos cahiers, commencez à discuter avec vos grands frères, commencez à discuter avec vos parents, préparez-vous pour cet examen, parce qu'on ne va pas l'annuler. Ça, c'est une réalité. L'examen est prévu pour le mois prochain, donc préparez-vous, vous avez un examen à passer. Voilà, c'est mon dernier mot. Mireille? Oui, moi je voudrais insister encore et toujours sur le respect des mesures, des gestes barrières, et puis surtout lancer cet appel aux femmes africaines. Elles doivent tenir bon pendant cette période, comme elles ont toujours su le faire, parce que en tant qu'actrice, je dirais incontournable de l'économie africaine, elles doivent vraiment tenir, parce que l'Afrique repose sur elles. L'Afrique repose également sur les jeunes qu'elles encadrent, les enfants qu'elles encadrent. Dans la plupart des lycées publics de la capitale gabonaise de Libreville que nous avons sillonné ce lundi matin, une ambiance un peu timide et toute particulière. Des établissements dans lesquels on a pu toucher du doigt les réalités. Face à la Covid-19, des dispositions sanitaires à l'entrée de chaque établissement. Des cubinaires d'eau potable pour le lavage des mains, des gels hydroalcooliques, la disponibilité des masques pour les enfants et pour le personnel. Et enfin, la présence des élèves dans les salles de classe. Du lycée Paul Indjedjengunju, en passant par le lycée Jean-Hilaire Obam Eyron du 6e arrondissement, les élèves ont répondu à l'appel du ministère de l'Éducation nationale. Ce matin, il y a eu tellement pas grand-chose. Les profs viennent dans les salles de classe pour faire rien que des présentations. Et depuis ce matin, nous avons vu le cours de maths. Sinon, ça a été très bien. Sinon, les mesures sont respectées. J'ai pas regardé de cours à la télé. J'ai plutôt regardé mes cahiers parce que c'est sur ça que les profs vont venir m'interroger sur les cours qu'on a vus pendant l'année scolaire. En termes généraux, on peut dire que les cours n'ont pas été bénéfiques. D'une part parce que, tout d'abord, sur le plan matériel, technologie pour tout le monde, ça n'a pas été bénéfique. De plus que c'est des cours à la maison, c'est pas garantissant pour tout le monde parce que il y a plusieurs d'entre nous qui sommes dans des familles, on peut dire élargies, là où vous êtes peut-être 10 dans la maison, donc c'est pas facile de regarder les cours. Dans tous ces établissements du secteur public, le corps administratif a reçu pour mission la réussite de cette phase spéciale de reprise d'activité en pleine crise sanitaire de la Covid-19 au Gabon. La principale stratégie, c'est de donner des résumés de cours, c'est de faire des cours sous forme de résumés, je vais dire ça comme ça, et d'appliquer avec des séances de travaux dirigés, c'est-à-dire insister de façon concrète sur ces séances de TD. Plus méthodologie et non plus les cours théoriques. Exact. Beaucoup plus, comme vous dites, méthodologie, plus de cours théoriques. Non, les cours théoriques se limitent au résumé.
un tel thème, voilà ce qu'il faut retenir, voilà ce qu'il faut retenir. Un cas de travail dirigé, voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il y a à faire. Si la question vient sous cette forme, voilà comment il faut répondre. Encore que nous avions deux types de sujets, la dissertation économique et la question de synthèse. Rappelons que cette reprise intervient au moment où la CONACYCED, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation du Gabon, et le gouvernement sont toujours en désaccord sur le non-respect de plusieurs points clés contenus dans leur cahier de charges. Nous sommes là, nous assurons dans un premier temps le lavage des mains. Le gel est là, comme vous voyez, il y a le cubiténaire d'eau. Et nous essayons aussi de faire respecter la distanciation. Il ne faudrait pas que les élèves se collent et se touchent, ainsi que le personnel administratif. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc au terme de cette émission. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie pour discuter de ce problème-là, de cette crise sanitaire de la Covid-19 à travers l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, nous avons apporté notre modeste contribution vers vous, dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos cuisines, par rapport à cette crise sanitaire. Nous aurons plaisir à vous retrouver très prochainement pour un autre aspect de la pandémie à coronavirus. Bonsoir.